Il est le fils de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, il est chroniqueur dans notre journal, que vous pouvez retrouver tous les mercredis en kiosque au passage. C'est donc l'occasion de le recevoir pour le laisser raconter ses souvenirs à l'Elysée, sa vie aux États-Unis et répondre aux attaques très nombreuses sur les réseaux sociaux et dans nos commentaires concernant ses ambitions politiques. On l'écoute et on se fait un avis. Bonjour à tous, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui sur VA+, un garçon qui nous fait l'honneur d'être chroniqueur de Valeurs Actuelles, un jeune homme pressé et cultivé, bouillonnant et attachant, un garçon drôle, provocateur, charmant, j'ai nommé Louis Sarkozy. Bonjour Louis. Merci de votre accueil, cher Tugdual. Alors je te propose qu'on se tutoie comme Oui, dans la vraie vie. avec grand plaisir. Voilà, on va commencer tout de suite Avec par grand plaisir. arrêter les faux semblants. Écoute, je suis très heureux de te recevoir. Il y a plein de choses à voir avec toi, mais déjà, ce par quoi je voulais commencer, c'est que tu as longtemps vécu aux États-Unis, et je me demandais, toi qui vis depuis quelques semaines en France et à Paris, quand tu es venu ce matin à Valeurs Actuelles à moto, tu as traversé la ville, et plus globalement, quand tu dînes avec des Parisiens, quand tu regardes la télé française, quand tu commences à te réapproprier ce pays qui est le tien, est-ce que tu te sens bien en France? Alors oui, mais c'est pas nouveau. Et ça n'a pas commencé à mon retour il y a maintenant un mois. En vérité, les États-Unis, qui sont un pays qui a un pouvoir d'assimilation assez fantastique, un modèle un peu différent que le nôtre, parce que il y a vraiment une agrégation de communautés. Il y a les communautés noires, les communautés asiatiques, latinos, et tout ça se mélange parfois bien, parfois moins bien. Mais même quand on y passe 10 ans, même quand on récupère la citoyenneté américaine, on se sent jamais purement vraiment américain. Et je parle en tout cas ici pour ma femme et pour moi, que même quand on vivait là-bas et on fait un aller-retour et on fait une terrasse de café, que ça soit à Split en Croatie, là où ma femme est née, ou que ça soit à Paris, et qu'il y a le rayon de soleil et le verre de rosé et l'odeur de la cigarette de la table à côté, on sent quand même qu'on est chez nous, quoi. Ok. On sent quand même qu'on est chez nous. Donc tu te Et sens, c'est tu te sens marrant, bien à Paris et en France. il y avait, je crois que c'est Georges Mendel qui écrit ce petit essai. D'ailleurs, il me semble que c'était un discours, une certaine idée de l'Europe. Premier bouquin de ton papa. C'est vrai? Ouais, il a fait une bio de Mandel. Ah mais oui, mais tu as raison. Bien Mais sûr. c'est pas Mendel alors, c'est George Steiner, il me semble peut-être. Ok. Sûrement un des deux, qui écrit que l'Europe c'est trois choses. La culture des terrasses en est une. Mhm. Tu vois, l'idée que le repas n'est pas comme les anglo-saxons, ce truc utilitaire où on Ouais. arrive, on mange et on se casse, Ouais. que c'est un endroit social, c'est une existence sociale. Et c'est aussi un but en lui-même. Tu as le nombre de fois, quand moi j'ai étudié à Paris, que tu retrouvais tes potes à 16h sur une terrasse et tu sortais après le dîner. Quoi. On passait 7-8 heures. Et quand j'ai emmené mes amis américains à Paris, c'est quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, mais foncièrement. Mais qu'est-ce qu'on fait après, quoi? Ils n'avaient pas du tout l'idée de la terrasse de café ou alors du restaurant comme état social en lui-même. Et la deuxième chose qu'il me semble que c'est Steiner dit, c'est le paysage à taille humaine. C'est-à-dire les armées d'Hitler et de Napoléon ont traversé l'Europe à pied. On a des grands fleuves, mais ça se traverse à pied. C'est pas du tout comme ces immensités des steppes asiatiques, du désert saharien, le Mississippi, le père des rivières aux États-Unis, le Grand Canyon, les immenses falaises, où c'est pas du tout traversable à pied, où c'est des immensités incompréhensibles. Et cette idée de réduire à taille humaine le paysage, c'est vraiment pour Steiner la deuxième idée de l'Europe. Donc tout ça pour te dire que oui, je me sens chez moi, je me sens profondément français. Et puis je te donne un autre exemple, mais c'est tout con, pardon de réduire ça à la banalité, mais quand tu rentres dans une brasserie et que c'est le même mec derrière le bar depuis 40 ans, tu dis bah alors mon petit monsieur, comment allez-vous? Cette familiarité, cette intimité, c'est quand même ce qu'on fait de mieux, quoi. Parce que même dans les palaces américains, même dans les plus grands restaurants, c'est anglo-saxon, quoi. C'est froid, c'est distant. Il y a pas cette familiarité. Il y a pas cette Désincarné. intimité. Oui, c'est désincarné, c'est ça. Et en tout cas, c'est une bouffée de fraîcheur d'être rentré. Et moi, comme tu l'as dit, ça fait 12 ans que je suis aux États-Unis. Ça suffit, quoi. 12 ans et t'en as 27 aujourd'hui. Hein. Et j'en ai 27, ouais. En fait, j'ai suivi ma mère. Alors justement, petite question biographique, et tu vas procéder à un certain exercice synthétique, mais si tu veux, par rapport aux téléspectateurs de VA+, est-ce que tu pourrais dire en quelques minutes quel genre de vie tu as eu jusque-là? Une enfance évidemment un peu particulière dans les ministères et à l'Élysée, le divorce de tes parents, le déménagement à New York, l'école militaire. T'as 4 minutes 30. Ouais, alors, je devrais déjà dire que
la première partie de ma vie, donc dans les plus hauts cercles de la politique française, était tout simplement exceptionnelle. Enfin, c'était une espèce d'expérience surréaliste, digne d'un roman. Que tu réalisais à l'époque, tu en avais conscience? Non. Ouais. Et j'y viens. Un poste rationalisé. Contrairement à mes frères, qui avaient 10 ans de plus que moi, à peu près, et qui, eux, ont connu une enfance avant. Et donc rentrent dans cette expérience-là en étant pleinement conscient de l'exceptionnalité de la chose. Or, moi, je suis né dedans. C'est ce que je disais au ministre de l'Intérieur il y a quelques jours, quand il a eu la gentillesse de nous accueillir à Beauvau, que mes premières mémoires, mes premiers souvenirs sont à Beauvau. J'ai aucune mémoire avant. En fait, j'entre en conscience, la lumière s'allume, et je suis déjà entouré d'une centaine d'officiers de sécurité de la police nationale et de la gendarmerie, de dizaines de maîtres d'hôtel, de chefs, etc. Donc je suis complètement déconnecté, en vérité, de la réalité, dans cette expérience qui était d'abord avant tout fantastique et d'un privilège total, et qui était en vérité pour moi caractérisée d'abord par la présence de mes officiers de sécurité. J'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup avant, mais je ne voyais pas souvent mes parents, qui étaient bien évidemment hyper occupés. Et vraiment, le cercle intime, c'était ces OS-là. C'est marrant parce que moi, je connais bien la famille de François Fillon, et les enfants de Fillon continuent à fréquenter les officiers de sécurité bien sûr. Comme moi. Qu'ils avaient connus à Matignon. Bien sûr. Et c'est vrai que... non, mais ça pourrait être d'autres gens du personnel dont ils auraient pu rester proches, ou dont auraient pu rester proches, ou dont le souvenir aurait pu être plus marquant. Mais comment ça se fait que ces officiers de sécurité marquent autant les enfants d'eux? Alors moi, je ne peux parler que pour moi-même. Ouais. Moi, j'étais mordu par la chose militaire depuis tout jeune. Et d'ailleurs, tous mes OS étaient des anciens miloufs. Et assez rapidement, c'est devenu des relations obsessionnelles. Ils me racontaient des histoires. Enfin, j'étais très antisocial quand j'étais gamin en plus. Donc c'était eux, quoi. C'est-à-dire antisocial? J'avais pas beaucoup de potes. J'étais en surpoids. J'étais pas heureux. Enfin, comme des millions de gamins, j'avais des complexes, des complexes, des problèmes, etc. Et c'est vraiment eux qui étaient le cercle intime. C'est eux qui me ramenaient chez vous. T'étais où à l'école? J'ai fait l'EABJM. Ouais, l'école active bilingue. Ouais, j'ai fait Franklin. Ouais. J'en ai fait 2 ou 3 autres que j'oublie. On va dire des bonnes écoles privées. Des bonnes écoles privées, mais j'ai beaucoup bougé. Tout ça avant mon 10e anniversaire, parce que c'est quand j'ai 10 ans que je pars. Donc tout ça pour dire que l'enfance... C'est que ma femme a fait l'EABJM. C'est vrai? Ouais. Je suis pas fan de cette école. Bon. On pourrait en parler. Ouais. Mes excuses à tous les alumni. Tout ça pour dire que je suis né, bien évidemment, à Neuilly. Il y a un premier séjour, il me semble, au ministère de l'Intérieur que je ne me souviens pas. Il y a le ministère de l'Économie. Il y a un deuxième séjour à l'intérieur. Ouais. Et ensuite, quand il revient en 2005. Exactement. En 2005, t'as quel âge? En 2005, j'ai 8 ans. D'accord, ouais, donc là t'es... Et ensuite, il y a l'élection présidentielle. On déménage à l'Élysée, mais ça ne dure pas longtemps. Et j'ai vécu à l'Élysée très peu. Ouais. Puisque après, mes parents divorcent et je suis ma mère. T'es resté combien de temps à l'Élysée? Quelques mois. Ah oui, d'accord. Mais t'avais eu le temps de faire des batailles de pistolets, là? Tu m'avais raconté ça une fois. Oui. Est-ce que tu peux raconter? Parce que l'anecdote est quand même sympa. Déjà mordu par la chose militaire. J'achetais des pistolets à billes, des tenues militaires, des tenues ghillie, camouflage. Je me foutais dans les buissons. Ouais. Et parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre dans le monde des forces de l'ordre en France, c'est qu'il y a une rivalité assez importante entre la gendarmerie et la police. Ouais, bien sûr. Et même si c'est deux armes et 2 bras du même corps, et que bien évidemment au fond il y a un respect, un amour, une mission commune, il y a quand même des vraies rivalités, surtout autour de la personne de la présidence, du président de la République. Parce que pendant longtemps, et je pense que sous la présidence de Jacques Chirac, il avait déterminé qu'on devait diviser en 2. Ces équipes étaient moitié gendarmes, moitié police, ce qui ne marchait pas justement à cause de ces rivalités. Et quand mon père est arrivé à l'Élysée, il a déterminé que les gendarmes garderaient le palais en lui-même et que ces équipes rapprochées seront uniquement policiers. Donc moi, j'ai été élevé quasiment que par des policiers et vraiment donné au biberon une espèce de rivalité avec les gendarmes. Des anciens militaires. Oui, exact. Donc c'était quand même des policiers avec des mentalités de militaires. Bien sûr, mais pas du tout gendarmes. Ouais, d'accord. Parce que malgré le fait que les anciennes gendarmes... forces spéciales. Exactement, ou des troupes de marine. Exactement. Donc moi j'avais cette rivalité ancrée en moi depuis tout gamin, parce qu'ils montaient contre les gendarmes constamment. Et donc ils me foutaient dans les buissons de l'Élysée avec des pistolets à billes et ils me disaient de tirer sur les gendarmes, ce que j'ai fait à moult reprises et pendant des années, essayer de ne pas me faire attraper, ce qui nous a fait 2-3 moments assez sympathiques dans le jardin. Et
Beauvau, si on revient un tout petit peu en arrière, est-ce que tu disais que tes premiers souvenirs, aussi loin que ta conscience remonte, en fait, tu es dans des palais de la République, ou en tout cas dans des ministères. Ouais. Est-ce que tu te souviens du moment de la photo où tu es sous le bureau de ton Non. père, au ministère de Je me l'Intérieur? souviens pas de la photo. Photo pour les téléspectateurs de VA+, donc qui sont pour certains d'entre eux, voire la plupart plus jeunes que toi, se souviennent pas forcément, mais c'était une photo qui avait fait date dans Paris Match, où un peu à la manière d'une photo de Kennedy avec ses enfants sous le bureau Ouais. à la Maison Blanche, il y avait On devine le chef d'orchestre derrière qui a dû me foutre sous la table. voilà, il y avait tes parents en photo à Beauvau, et d'ailleurs ce bureau de Beauvau, il est assez mythique, parce que le meuble en lui-même, c'est le bureau de Cambacérès. Et puis voilà, effectivement, de Charles Pasqua à ton père, en passant par Clémenceau ou d'autres, ce bureau a été occupé par des illustres personnages de la République. Donc est-ce que Beauvau, ça occupe quand même une place particulière dans ton... Ah bah la plus importante, parce que comme je t'ai dit, c'est là où Ouais, j'entre tes en premiers conscience. souvenirs, ouais. Et j'ai eu la chance, comme j'ai dit déjà... Parce que le jardin est petit, c'est Oui, bizarre mais Beauvau pour un enfant, c'est une cour pavée, Oui, mais une allée pavée, tu un connais jardin microscopique. l'appartement. Je connais l'appartement Alors, privé là-haut. pour les téléspectateurs, Ouais, c'est assez grand par contre. on monte les escaliers. Ouais. À droite, il y a une petite annexe Où vit Retailleau où aujourd'hui? vit le ministre aujourd'hui. Et moi, c'est là où vivait mon frère. D'accord. Qui Jean avait, Pierre, Pierre. qui avait 18, 19 ans, peut-être un peu D'accord. plus vieux, Ouais. et qui avait besoin de cette indépendance. Ouais. Et on tourne à gauche, on rentre dans un espèce d'hall d'entrée. Il y avait un piano, il y a les salons d'apparat officiels sur la gauche, et juste à droite, il y a une porte avec un long couloir, et tout l'appartement privé du ministre, en vérité, est basé autour de ce couloir. Et moi, j'ai habité la première chambre à droite, il y a la salle à manger à droite, et puis la chambre à droite. Et je me souviens, quand je suis retourné, juste cette année, dans ce couloir-là, j'avais le souvenir qu'il était immense. Oui, ce c'est couloir. toujours comme ça. Mais effectivement. immense. Bon, c'est c'était grand pour- quand même, il faut quand même dire Ah, non, mais les choses. C'est un appart qui doit faire 250 mètres carrés, Bien je sûr, crois, 300 peut-être. mais dans mon esprit d'enfant, pour moi, c'était une espèce de... Ouais, C'était un terrain de foot, Bien quoi. sûr. C'est d'une largeur Bien sûr. incommensurable. Et je rentre là-dedans et je me sentais mais tout étroit. Et marcher à travers ces pièces, le mobilier un peu changé, un peu les mêmes. Mais les interrupteurs, par exemple, j'ai phasé pendant une demi-heure comme un autiste sur les interrupteurs parce que c'est exactement les mêmes et tout me revenait, quoi. C'était vraiment une expérience assez surréaliste. Donc c'est vraiment Beauvau qui occupe cette place, et c'est aussi l'endroit où le divorce a vraiment commencé. Donc c'est là où je me souviens des premières idées de séparation, des allers-retours avec New York. Quand je partais au début avec ma mère, je suis rentré à Paris. Enfin, c'est des années qui n'étaient pas toujours simples, et c'est vraiment Beauvau qui était pour moi le début de toute cette histoire, quoi. Ouais. Et là, quand tu étais allé avec Retailleau, tu n'étais pas retourné depuis longtemps dans l'appartement privé? Alors j'y suis allé 2 fois. Il m'a fait revisiter l'appartement privé. Et là, c'était la première fois depuis 2005. D'accord. Donc depuis 2005, Ah ouais, tu n'étais non. pas retourné entre Ah oui. 2005 et 2025 ou fin 2024, je sais pas quand est-ce que tu y allais. Exact. Ça fait 20 ans que tu n'étais pas retourné. 20 ans, 20 ans jour pour jour, ouais, quasiment. Énorme Madeleine de Proust. Ah, c'était exceptionnel. Ouais. C'était une expérience à la limite de l'hallucinogène. Ouais. Et j'exagère pas du tout. Et je pense que beaucoup de personnes. Et tu d'ailleurs, t'y connais en hallucinogène en plus. Hein. Alors, malheureusement, j'ai jamais tenté ça. J'aimais bien l'alcool dans ma jeunesse, mais pas. Ouais, on y reviendra. Pas mais les champignons, mais tu pourras nous raconter ton expérience. Je sais que tu es expérimenté à ce sujet. On y reviendra, mais effectivement, tu as une hygiène de vie extrêmement, comment dire, sévère, entre guillemets, de nos jours. Écoute, une des idées quand même de cet entretien, c'était aussi Louis Sarkozy, en bon français, répond aux haters, puisque quand j'ai eu cette magnifique idée de te recruter comme chroniqueur, très, très, très sincèrement, j'ai évidemment eu énormément d'encouragement, de compliments, comment dire, de validation, je sais pas comment dire ça. Continue, vas-y. Et en même temps, ouais. il y a une partie du public sur les réseaux sociaux, chez les téléspectateurs de VA+, pour ne pas les nommer, qui aiment bien te chercher des noises. Donc j'ai préparé un petit florilège de 3 seulement commentaires qui avaient... En fait, on a fait une vidéo sur VA+, Oui. pour annoncer la nouvelle formule, et donc j'annonçais la nouvelle formule en tant que telle, les nouveaux chroniqueurs, dont Louis Sarkozy, et 100% des commentaires t'étaient consacrés. Bien sûr. Et 95% négatif. Et c'est à peu près ça. Ouais.
Donc un petit florilège de Malencourt par exemple qui nous dit Louis Sarkozy point d'interrogation je me casse. Polaris 3650 qui écrit Louis Sarkozy, Monsieur Tugdual Denis, quelle indignité, et quelle indignité écrit en lettres majuscules. Belle citation. Et très très belle citation. Et quant à Baudouin Wisselmann, petite dédicace, donc Baudouin Wisselmann c'est un journaliste c'est lui qui a créé VA+, et donc il a commenté aussi en dessous de cette vidéo. Et il nous a laissé ce petit commentaire. Baudouin, on le salue. Bravo les gars, c'est du lourd. Je comprends. Pour Louis Sarkozy, il faut bien être ouvert d'esprit avec les gens de gauche. Alors j'aimerais Celui-là est drôle. J'aimerais que tu fasses deux choses. Oui. D'une part, que tu nous dises ton rapport aux réseaux sociaux, à ta forme de notoriété et aux turbulences que peut provoquer la notoriété qui est la tienne. Et d'autre part, j'aimerais que tu nous expliques en quoi tu es de gauche. Alors, sur les réseaux sociaux, moi, j'en avais pas pendant des années. Ouais. Parce que je trouve le médium assez insupportable. Alors complètement aussi, parce que peut-être contre-productif. ce qu'il faut dire, c'est que tu as aussi été pas mal protégé quand tu étais aux États-Unis. Tu n'étais pas sous ton vrai nom quand tu étais à l'école. Oui, je suis rentré dans une école militaire parce ouais. que, excusez-moi d'avoir encore touché le micro, parce que mon père était encore président de la République et on voulait pas du tout s'attirer de l'attention de la presse française, surtout au moment où mon père subissait des accusations d'avoir un biais trop pro-américain. L'idée que le fils soit dans une école militaire américaine n'était pas un mal de tête qu'on voulait... Là, on parle de additionner. quand tu étais collégien. Exact. De mes 14 à mes 18 ans. Donc, je suis enregistré dans l'école militaire avec un nom d'apparat. Lequel ? Adams. Adams. Qui avait trouvé ? Moi, j'avais trouvé. Okay. Ça venait sûrement d'un jeu vidéo ou que sais-je. Ouais. Mais le truc disparaît en un an en vérité parce que ouais. déjà la rumeur du fils du président de la République française à l'école s'était propagée partout. Personne n'est capable de garder des secrets, mais des jeunes garçons dans une école militaire encore moins. C'est vraiment l'ultime village. Et donc le truc a été abandonné au bout d'un an. Et de ce que je sais, il y a un journaliste qui est venu essayer de gratter, de poser des questions, mais à part ça, rien du tout. Comme quoi on avait surestimé l'importance de ça. Mais tout ça pour dire que j'avais des réseaux sociaux à l'époque, mais je pense que quand j'ai 21 ans, j'efface tout. Ouais. Parce que, en fait, je me rendais compte de plusieurs choses. Déjà, même si on ignore le problème de la haine en ligne, etc., c'est une perte de temps monumentale. Alors, on m'explique qu'il y a des choses intéressantes aussi. Oui, bien sûr, comme sur tout. Enfin, rien n'est que négatif ou que positif. Mais tout le positif qu'on peut avoir en lisant Valeurs Actuelles sur Twitter, en regardant les vidéos de France Culture quand elles ne sont pas gangrénées par leur biais idéologique, des trucs vraiment de qualité, ouais. sont totalement accessibles par d'autres médiums qui n'ont pas ces côtés négatifs, obsessionnels, etc. L'autre côté, c'est que, et ça c'est particulièrement prenant pour les enfants, c'est que les compagnies comme Meta ont dans leur staff, on le sait, propriétaires de Facebook, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Facebook ou Twitter, ont dans leur staff des addictologues, spécialistes des lâchers de dopamine et des addictions, qui dessinent et créent l'interface, les logiciels, la moindre écriture et les codes couleurs pour maximiser la capacité de l'addiction. Ils ont des neurologues et des neuroscientifiques. Leur seul travail, c'est comment espérer que notre gamine de 15 ans gagne contre ces équipes-là. C'est pas possible, c'est pas réaliste. Et d'ailleurs, on dit toujours que c'est les jeunes qui sont obsédés avec les réseaux sociaux. Tout le monde sait qu'au dîner de Noël, c'est grand-mère et maman et papa qui sont sur Facebook H24. Ouais. Comme quoi, c'est pas du tout un truc de jeunesse. Donc j'ai eu un réveil là-dessus, je me méfiais, je savais que c'était une perte de temps et un danger assez important, donc j'ai tout effacé. Je récupère Twitter, en vérité, il y a 1 an ou 2, parce que mon éditeur pour mon livre sur Napoléon me dit, écoute, c'est quand même si tu as 10 000 followers, c'est quand même un atout assez sympa. Et t'en as combien aujourd'hui là ? Je sais, 30 000, quelque chose comme ça, je sais pas exactement. Mais en fait, pour le monde des éditeurs, c'est assez intéressant, parce que même 30 000, qui est un tout petit chiffre, ouais. Si 1%, c'est déjà pas mal dans les ventes. Oui, et puis d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais tu as un taux d'engagement, comme on dit... quand on étudie un peu les réseaux sociaux qui est assez important. Ce qui nous mène à ta deuxième question. Parce que c'est-à-dire que tout ce que tu tweets est pas mal retweeté, en tout cas commenté, etc. Oui, et bien évidemment, ça suscite, surtout sur Twitter, qui est vraiment devenu
de droite depuis le rachat de X. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose, parce que Dieu merci, on avait besoin d'un réseau social qui avait un biais de droite, parce que tous les autres, enfin on oublie ça, et c'était peut-être moins présent en France, mais aux États-Unis, les Twitter Files et toutes ces histoires de biais idéologiques, de comptes conservateurs et des comptes de droite américains qui étaient mais bannis, censurés, démonétisés, et il y a eu des histoires d'une gravité absolument folle. Donc tout ça pour dire que l'engagement que je suscite est principalement négatif. Je pense que je peux tracer d'où ça vient, et c'est la soirée que j'ai passée avec les jeunes républicains à Paris. Ça vient de Bouli Bouli. Oui, Un petit bonhomme de neige redoutable. Oui, lui aussi qui a une force de frappe. Je lui ai envoyé un message ce matin en lui disant, si tu as une question, je ne le connais pas, et personne ne le connaît d'ailleurs, je ne sais pas qui c'est, une question à poser à Louis Sarkozy, parce que j'ai remarqué que vous l'appréciez beaucoup, n'hésitez pas, il m'a juste répondu un smiley mort de rire. D'accord, c'est le problème de ces comptes-là, c'est que, en fait, lui n'est pas plus coupable que les autres. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça vient principalement de la gauche, cette histoire, mais on voit aujourd'hui, notamment après le Trump, qu'il y a cette sorte de réticence à la conversation et la capacité à sensationnaliser des propos et de couper tout en un extrait de 10 secondes et vouloir faire campagne là-dessus. Non, leur opposition, en fait, est compréhensible parce que je pense que c'est RTL qui me pose une question sur l'immigration et que je réponds que le vrai challenge de demain est bien sûr migratoire, et bien sûr sur les expulsions, et bien sûr sur les OQTF, mais que le challenge tout aussi important, c'est l'assimilation. Pourquoi ? C'est pas du tout par conviction de gauche, c'est une réalité. C'est le fait que, nous avons déjà un problème avec l'expulsion de 8% des OQTF en France. Donc imaginez que demain matin, nous avons les capacités politique, la volonté administrative d'expulser des dizaines de milliers de personnes est complètement irréaliste. Voilà, c'est ça la vérité. Et je pense que les électeurs, que ce soit du Rassemblement National ou autre, qui expliquent aux Français on peut fermer les frontières. On peut passer de 8% à un peu mieux quand même. Mais bien évidemment. Même Macron, dans Valeurs Actuelles, figure-toi, la seule fois où il nous donnait une sorte de vrai entretien, c'était avec Louis Dragnel à l'époque, là, qui est parti maintenant à Europe 1. Il était dans l'avion, il revenait de la Réunion. Et Macron, Louis, à l'époque où personne connaissait honnêtement l'acronyme OQTF, lui avait dit, je crois qu'on est en 2019, lui avait dit, vous savez, aujourd'hui, le taux d'exécution des OQTF, à l'époque, il était déjà extrêmement faible. Et Macron lui a dit, ouais, mais ça tombe bien, moi, je veux le passer à 100%. Bah oui, mais et ça te paraît irréaliste. Mais déjà, c'est là que peut-être Bouli est peut-être un petit peu malhonnête, c'est que je serais complètement pour ça. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est un procès de capacité. Je ne pense pas qu'on est capable. Si nous l'étions, ça serait génial. Que ça soit sur les OQTF ou sur autre sujet. Par exemple, aujourd'hui, les chiffres nous disent qu'il y a entre 15 et 20% de la population française qui est de confession musulmane. On pense qu'il y a entre 9 et 12% d'étrangers. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'on va se débarrasser de ces gens-là ? Déjà, ça serait scandaleux, numéro 1. Et numéro 2, c'est impossible. C'est impossible. Donc le challenge ne devient par définition pas que migratoire et d'expulsion, mais aussi assimilatoire. J'aurais dû m'exprimer plus longuement, et d'ailleurs dans ces prises de parole, et je souhaite que Bouli Bouli le découvre un jour avec un journaliste en passant comme ça, c'est assez compliqué de faire un point qui est subtil sur un sujet infiniment dense et compliqué, mais c'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est qu'il faut prendre des gens qui sont soit de première génération, soit de deuxième ou troisième génération française, et qui ne se sentent pas français, qui détestent notre pays, et il faut qu'on arrive à créer une offre, ou plutôt une obligation à s'assimiler, à devenir français, à prendre part au parti républicain, à l'existence nationale. Ça, c'est la clé. Et si on ne fait pas ça, vous pouvez expulser tous ceux que vous voulez. Les gens qui sont déjà là, et les courbes démographiques telles qu'elles le sont, montrent déjà la mort de l'existence nationale. C'est pas possible, en fait. Même si je lis le Figaro, et je reste relativement sceptique, et qui m'explique que en 2070, les soi-disant Français de souche, les gens d'origine ethnique française, seront minoritaires dans le pays. Aucune expulsion au monde va changer ça. Nous ne faisons pas assez d'enfants et les populations immigrées en font beaucoup plus. Il ne s'agit pas de faire peur, il ne s'agit pas de sensationnaliser, il ne s'agit pas de crier à la panique, il s'agit de reconnaître les vérités statistiques. Et quels sont les ressorts selon toi de l'assimilation alors ? C'est quand même une sorte de verticalité, bon bah j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais de cessation de la culpabilité mémorielle. Ah mais ça c'est son point. Ouais. Déjà, il faut comprendre quelque chose. Assimiler des populations... Déjà, les gens sur Twitter m'ont tout de suite attaqué là-dessus et ils avaient raison. On assimile des individus et pas des peuples.
Et là, je leur donne complètement raison, et j'ai toujours pensé ceci moi-même. La vérité est qu'aujourd'hui, il faut réduire le nombre. Et d'ailleurs, dans les travaux de Jérôme Fourquet, il étudie très particulièrement les migrations polonaises et portugaises des 2 siècles derniers, et on montre que ce qui pousse le plus à l'assimilation, c'est la réduction des flux. Parce que on regarde par exemple, il y a des communautés polonaises qui se créent dans l'arrière-pays, dans telle ou telle région. On regarde le taux de mariage avec des noms polonais. On regarde le nom des enfants, polonais ou français. On regarde la création des clubs de foot et des clubs de tennis purement polonais. Et il se trouve que dès que les flux réduisent, parce que la crise en Pologne ou parce que les politiques gouvernementales ont réduit, il y a plus de mariages mixtes, il y a moins de noms polonais, il y a moins de ces clubs-là. Donc la première stratégie assimilatoire, c'est de réduire les flux. C'est une évidence, et aujourd'hui, à part les dingues de notre spectre politique, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on ne peut pas dire aux gens devenez français, accepter le pacte républicain, quand on se tape dessus nous-mêmes, on s'auto-flagelle constamment en expliquant que notre histoire n'est que colonialisme, n'est que racisme, n'est que injustice, n'est que esclavagisme. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, particulièrement sur les populations qui viennent du Maghreb ou d'Afrique du Nord, qui viennent de sociétés qui sont assez homogènes, où il y a une vraie dimension sacrée, la religion est omniprésente, où il y a, et c'est toute l'ironie de la chose, un vrai patriotisme d'ailleurs. Parce que quand on regarde par exemple en Algérie, quand on parle du régime algérien, les Algériens immédiatement montre les griffes là. Mais c'est ce qu'on essaye de reproduire chez nous d'une certaine façon. On essaye d'avoir ce sacré-là, cette identité, ce patriotisme qu'on a perdu parce qu'on se l'est dilué en s'excusant constamment. On se l'est dilué parce qu'on n'a plus d'adversaires. Et ça, c'est quelque chose où je sais que la plupart de tes téléspectateurs ne vont pas être d'accord, mais le rôle de l'adversaire dans la création d'une nation est crucial. Alors on dit tout de suite c'est l'horreur, on est tous des humains, etc. Non mais ça c'est des trucs de bisounours. La vérité c'est que l'adversaire est extrêmement utile. Et quand on regarde par exemple les chiffres du président Macron dans les chiffres de popularité dans les sondages, après qu'il ait un petit peu agité le drapeau sur la question russe, il prend 7 points dans les sondages. Ok, 2 interprétations. On dit il agite le drapeau, c'est opportuniste, etc. Oui, ok certes, mais deuxièmement ça veut dire qu'une partie des Français est avec lui. Parce que moi je prends pas les gens pour des cons, pardon, mais si 7% des gens soudain le trouvent d'accord avec lui, c'est qu'il y a quelque chose dans la mentalité française qui résonne avec le fait que la Russie est effectivement un adversaire stratégique et qu'il a raison quand il le souligne. Et on n'a plus d'adversaire aujourd'hui, on n'a plus d'intérêt. Moi, je pourrais te dire qu'on a l'adversaire, le terrorisme islamiste, on a l'adversaire, les pays trop protectionnistes qui sont inéquitables dans leur manière de voir le commerce mondial comme la Chine. On a des adversaires. T'as raison, mais regarde par exemple, si tu dis l'admire islamiste est un ennemi, et pas un adversaire, est un ennemi juré, mais on a toute une partie. Oui, tu veux dire adversaire au sens de le rôle social entre guillemets de l'adversaire. Exact, au rôle sociologique. On en a, mais regarde, l'ennemi islamiste. Je prends l'exemple du 7 octobre et des massacres du pays allié qu'est Israël et de sa population. Immédiatement, d'une partie de notre échiquier politique, il y avait des contextualisations. Non, mais il faut comprendre que c'est colonisateur, que c'est depuis le début. Dès qu'il y a un attentat, il y a au moins une partie de notre monde universitaire, de notre monde académique, de notre monde politique, qui nous explique qu'au fond, c'est notre faute. Au fond, c'est à cause de nous, quoi. Et c'est ce négationnisme-là, il n'était pas présent dans d'autres moments dans notre histoire nationale où l'ennemi, l'adversaire, est un fédérateur de la cohésion nationale. Et c'est très important pour une nation d'être d'accord sur ses adversaires. Et la vérité, c'est que nous ne sommes pas, ou nous ne le sommes pas assez sur l'islamisme, etc. Donc ça c'est un autre vecteur assimilatoire. Il faut qu'on ait des intérêts, il faut qu'on le dise, qu'on ait un réalisme. Et quand on s'excuse d'apporter de l'aide à Israël après le 7 octobre, c'est inacceptable. C'est nos alliés, c'est notre intérêt national. Toutes les nations feraient ça. Il faut retourner, plutôt retrouver ce dialogue-là qui parle d'intérêt, qui parle de force, qui parle de grandeur, parce que la France, c'est pas comme les autres pays. On a un héritage impérial qui est monumental. On a un héritage royal qui est monumental. On a toujours eu cette grandeur, cette envie de grandeur, cette envie de pousser vers la hauteur. Et quand on l'a pas, on sent les insécurités qui s'additionnent. Là, tu m'amènes à une question justement que je voulais te poser, parce que je pense pas trahir de secret en disant que tu m'as toujours dit que ton obsession, c'était la sauvegarde de l'Occident. Et que donc, reconnaissant par là que le combat était civilisationnel. Et c'est vrai que depuis pas mal d'années,
de Bellamy à Rotaillot, en passant par Fillon, en passant par ton père, en passant par même une partie des discours du RN. Il y a cette question civilisationnelle qui se pose, c'est-à-dire comme dépassant le sujet identitaire stricto sensu. Pourquoi tu veux sauvegarder à tout prix le modèle occidental? Bah parce que l'Occident est la meilleure création de l'humanité. Parce C'est que par comparaison aux autres modèles alors. Mais de loin. Mais C'est alors, pas juste par le fait que. étant Parce qu'on pourrait dire, attends, occidental la moi-même. civilisation, les civilisations asiatiques, elles vivent très bien d'elles-mêmes, mais il faut justement préserver comment dire, les singularités civilisationnelles. Et donc, préserver la nôtre pour la nôtre et les Alors, autres pour les définissons nos termes. autres. Vas-y. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que Ouais. c'est la première chose qu'on apprend le premier jour d'un premier cours, d'une première année d'études de philosophie, c'est qu'il faut définir les termes. Donc, qu'est-ce qu'il faut sauvegarder? Donc, qu'est-ce que c'est que l'Occident? Je dirais que c'est la création de sociétés libérales, démocratiques, ouvertes, qui ont comme valeur des choses comme la liberté d'expression, la liberté des cultes, une liberté de la presse, qui sont uniques dans l'histoire humaine. Parce que ces sociétés-là sont l'anomalie L'égalité entre les hommes et les femmes. de l'histoire. Enfin, en Bien tout cas, la sûr. place de la femme, je dirais. Mais plus bien globalement. sûr, mais bien sûr. Et ça, c'est des choses qui n'existaient quasiment nulle part. Nulle part. Et c'est tout le paradoxe de notre gauche insupportable. C'est qu'ils crient au racisme et à l'esclavagisme et au sexisme et aux islamophobes dans les sociétés qui sont le moins racistes, le moins islamophobes, le moins sexistes de l'histoire de l'humanité. Et leur existence même à ces gens-là est preuve de cela. Parce qu'il n'y a pas de grandes organisations féministes dans le monde musulman. Il n'y a pas d'organes qui défendent farouchement les droits et les syndicats de la presse en Chine. Ça n'existe pas. Et donc, ils attaquent les meilleurs de la classe sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est un bon problème à avoir parce que, encore une fois, ça témoigne de notre ouverture. Mais cet agrégat-là, c'est quand même unique dans l'histoire humaine. Et à cela, il faut quand même rajouter la puissance de la culture occidentale, quoi. Enfin, on n'est pas objectif parce qu'on est tous les deux français, mais je veux dire quand même. Enfin, moi, je suis breton, mais. Personne n'est parfait, chaque duel, c'est pas si grave. Mais quand même, les productions littéraires, artistiques, culturelles de ce qu'on appelle la Grande Europe sont monumentales. Mais n'importe qui se balade à Éphèse, à 2 heures de vol de Constantinople, d'Istanbul, qui est une ville romaine qui est parfaitement conservée en Anatolie, mais c'est New York, ça a 2000 ans, quoi. Enfin, c'est un truc exceptionnel. N'importe qui va voir les mosaïques de Ravenne, n'importe qui se balade dans les bains, les thermes de Cluny, comprend qu'il y a quelque chose qui se passe ici, sur ce continent-là, de particulièrement spécial. Alors, je ne sais pas du tout nier l'importance des Aztèques ou des Achéménides perses ou la puissance des Han en Chine. D'ailleurs, si j'étais chinois, les Han pour moi seraient exceptionnels, mais je ne suis pas chinois, je suis français, je suis européen. Et je suis convaincu que l'apport culturel de ce continent, qui d'ailleurs a rayonné, pas toujours en bien, mais a rayonné sur le monde pendant des millénaires, est inégalé. Il y a des tableaux Inégalé. qui te touchent particulièrement? J'ai un biais napoléonien. Bien évidemment, et David est incroyable parce que c'est à la fois le propagandiste parfait, mais ce que j'aime dans David et dans les autres de son époque, c'est que, et ce que j'aime en vérité dans l'épopée napoléonienne, c'est cette idée qu'on revient à l'Antiquité, quoi. C'est que on retourne aux anciens. Donc il y a le Conseil des 500, il y a un Sénat, il y a le consul, on porte des toges, c'est le néo-paladien dans l'architecture, c'est les colonnes partout, c'est le temple de la République. Enfin, bien sûr, c'est porté à l'excès pendant la Révolution, mais Bonaparte trouve, comme sur plein d'autres choses, une synthèse là-dessus. Et ça, Que pour toi, on n'a rien inventé de mieux depuis les civilisations grecques et romaines. Rien. C'est ce que Picasso dit quand il sort de la grotte de Lascaux. Nous n'avons rien inventé. Et quand on se balade à Palmyre ou à Éphèse ou à Ostia, on se demande même si on n'a pas régressé depuis. À Éphèse, j'emmène ma femme là-bas qui est pas du tout mordue d'antiquité comme moi, hein, qui est intéressée, complètement sympathique envers l'histoire, mais pas du tout obsessionnelle comme moi ou certains de mes potes. Et Éphèse, il faisait 35 degrés, on s'est baladé toute l'après-midi là-bas. On rentre dans le quartier des riches d'Éphèse. Et on voit les maisons qui sont couvertes aujourd'hui par un espèce de dôme, qui étaient donc les logements luxueux des riches familles d'Éphèse. Il faut savoir qu'Éphèse était la 3e ou la 4e ville de l'Empire
au 1er siècle. Donc, il y avait Rome, il y avait Alexandrie, et il y avait Éphèse. C'était une des 4 villes qui étaient illuminées H24. Et d'ailleurs, il y a encore les anneaux de là où on hissait les lampadaires pour illuminer la nuit. Et on rentre sous ce dôme et on voit sur les murs les plâtres de décoration des Romains, ça a 2000 ans, avec les oiseaux, avec Minerve, avec les sculptures. Et on voit que les plâtres s'additionnent selon la famille qui y vit, sur les siècles en fait. Donc, par exemple, une famille emménage et change la déco. Donc on passe d'un mood très 1er siècle, la grandeur antique, à un mec qui peint que des oiseaux parce qu'il adorait les oiseaux. Et puis 60 ans de cette famille, et puis la décoration de la prochaine. Et sur cette succession-là, ma femme pleure quand elle voit ça. Et c'est là qu'elle a compris, je pense, pour la première fois que là il y avait quelque chose qui était différent, quoi. Là, c'est la civilisation, quoi. Et c'est ça qui est profondément humain. L'expérience de vie à l'époque était de 22 ou 23 ans, alors à cause de la mortalité infantile, mais quand même la mort planait partout. Et pourtant ils décorent, tu vois. Ils font des mosaïques. Enfin, il y a un effort d'esthétique de rendre tout beau. Et c'est ça ce qu'on peut détester avec une partie de notre architecture moderne, c'est que l'efficacité est élevée au rang où était la beauté jadis, quoi. Mais rien que les Romains n'ont fait n'était pas beau, quoi. Tout était beau. Tout était beau. Alors bien sûr, l'existence sociale, me dirait un marxiste, était horrible pour tout. Mais bien sûr, mais baladez-vous dans les bains publics de Caracalla, quoi. Mais c'est sublime. Mais c'est sublime. C'est ça l'Europe, c'est la civilisation. Et ça perdure parce que même après la chute de l'Empire et les siècles qui suivent, il y a ce complexe dans les sources, quand il y en a, parce que les sources disparaissent, il y a ce complexe constamment il faut retourner à l'arrière. Enfin, les gens qui vivaient à travers le 7e, 8e, 9e, 10e siècle, en tout cas ceux qui étaient éduqués, savaient parfaitement qu'ils avaient perdu quelque chose. Ils savaient parfaitement qu'ils avaient perdu quelque chose de monumental. Et ils trouvaient des sculptures et des temples, etc., qui étaient réutilisés en ferme. Et ils se rendaient compte de la catastrophe. Et c'est vraiment dans la Renaissance où on redécouvre les textes, on réouvre tout ça. Et qu'est-ce que ça cause? Une explosion intellectuelle, culturelle, qui mène au monde moderne. Donc l'Antiquité, c'est quelque chose qui n'a aucun égal, quoi. Enfin, c'est une immensité intellectuelle, quoi. C'est un truc qu'on peut s'y perdre. Et d'ailleurs, il suffit de voir dans les départements d'archéologie mondiale, il y a des gens qui tombent dedans gamins qui passent leur vie. C'est quelque chose que j'aurais très facilement pu faire. Tu as parlé de Napoléon via David. Tu vas sortir un livre en France sur la bibliothèque de Napoléon, qui est déjà sorti aux États-Unis. C'est ton premier livre. Deuxième. Et donc, deuxième, ah oui, pardon, Ouais, parce que tu avais coécrit un livre avec ta maman. J'ai coécrit un livre avec ma mère en Mais c'est 2019. le premier livre que tu signes seul. Exact. Et donc, pour vérifier que tu connais bien Napoléon, j'ai préparé avec mon ami ChatGPT 4 un petit quiz niveau expert voilà, sur Napoléon. Ah, c'est ridicule. Quel était le surnom donné à Napoléon par ses troupes pendant la campagne d'Italie de 96-97 et quelle en est l'origine exacte? Le petit caporal. Ouais. Alors, on ne sait pas exactement. Réponds rapidos à chaque fois, parce que j'ai pas mal de questions. Alors, pardon, t'as raison de me dire de me taire. Parce que je sens là que tu vas partir en conférence sur chaque question. Mais... non, on pense que c'est parce que. Je pense que c'est à Rivoli ou à Lodi, où il descend de son cheval et il vise un canon lui-même. Oui, en gros, ça vient de la proximité. Oui, effectivement, et d'ailleurs, il s'est toujours exposé au grand danger. Il était exceptionnellement brave et courageux, et était souvent couvert de terre et d'huile et de boue. Et donc ces soldats, comme les soldats aujourd'hui d'ailleurs, apprécient tout le temps un leader qui fait ça. Donc ça vient de sa proximité, de sa capacité à se salir les mains lui-même. Bravo. Quel est le nom du plan militaire élaboré par Napoléon pour envahir l'Angleterre via une diversion en Irlande et pourquoi ce plan n'a-t-il jamais été exécuté? Alors le plan n'a jamais été exécuté parce que la marine britannique contrôle les mers. Et c'est d'ailleurs le problème avec le brave Villeneuve, l'amiral qui n'a jamais su. Qu'est-ce qui s'est passé en 1805 à ce sujet-là? Et d'ailleurs, les Napoléoniens parlent souvent des batailles terrestres, mais en vérité, la chute de l'Empire est tout aussi due, alors soit aux batailles navales, que ça soit le Nil ou Trafalgar, mais aussi 1805 Trafalgar, qu'on n'a jamais été capable de rivaliser avec le Napoléon des mers, le génie monumental, qui est Nelson, et qui était tout aussi grand amiral que Bonaparte était général. Le nom du plan, je ne sais pas. Plan d'invasion de l'Angleterre via Boulogne.
Ah oui, c'était bien sûr. Mais, parce que Boulogne, c'est là où ils étaient basés. Mais t'as dit le Je pensais principal. qu'ils avaient un nom d'opération, mais c'était- les noms d'opération n'existaient pas à l'époque. Ouais. Le nom de l'opération d'invasion prévue des nazis de Ouais. l'Angleterre était l'opération Sea Lion, Ouais. lion de mer. Mais de ce que je sais, au 19e siècle, au début du 19e, on nommait pas les opérations militaires encore. Quelle erreur stratégique majeure Napoléon reprochera-t-il plus tard à Davout après la bataille de Leipzig? Intéressant. Il arrive en retard, c'est ça? À Leipzig? Il lui reproche de ne pas avoir suffisamment appuyé les forces engagées dans la ville, ce qui aurait pu empêcher l'encerclement fatal. Ah oui, sûrement. ChatGPT me bat sur ce point-là. Leipzig, c'est exceptionnel. On l'appelle la bataille des nations. Parce que c'est, il me semble, la bataille où il y a le plus de nationalités engagées dans l'histoire humaine. Ah oui, des nations. Il y avait des Allemands de toutes les principautés, de tous les duchés, des Autrichiens, des Russes, des Français, des Italiens, des Espagnols. C'était vraiment une catastrophe monumentale. Et ça montre, Leipzig, c'est la fin vraiment de la campagne de l'Allemagne. Et l'Allemagne ne sera d'ailleurs ne sera plus jamais dans l'orbite française. Après Leipzig, quoi. Le nom du pape devant lequel s'est couronné Napoléon en 1804. C'est Pie IX Pie VII. Pie VII. Pas loin. Le nom du général français exécuté sur ordre de Napoléon pour trahison en 1804. Dans une affaire qui scandalisa une partie de l'opinion. Ah oui, l'affaire qui voulait l'assassiner. Oh là là, Un général. Oui, c'est Je- Pichegru. Bravo, Jean-Charles Pichegru. Pichegru. Ah, il est chaud quand même. Pichegru. Allez, une dernière. La conspiration. Qu'est-ce que je peux te... J'en avais 15, mais on va pas faire les 15. Allez, quels étaient les 3 principaux codes juridiques promulgués par Napoléon après le code civil et en quoi chacun se distingue-t-il? J'en ai pas la moindre idée. Code de procédure civile, code de commerce et code d'instruction Thierry Lenz devrait être assez... criminelle. Ouais, c'est clair, voilà. Allez, juste un dernier. Quel officier d'artillerie devenu maréchal Napoléon considérait-il comme le plus compétent en matière de logistique militaire, notamment durant la campagne d'Allemagne de 1809? C'est pas Suchet? Oudinot, Oudinot. Alors très intéressant sur Oudinot. son prénom? Je sais pas non plus. Nicolas Charles. Nicolas Charles Oudinot. Mais je sais que Oudinot fut l'homme qui a subi le plus de blessures. Le maréchal Oudinot de tous les maréchaux, je pense qu'il se prend 4 ou 5 balles, 2 ou 3 coups d'épée, un coup de lance, enfin c'est un truc absolument pharaonique. Et il va mourir très vieux, après 80 ans il me semble. Il y a cette anecdote qui se plaisait à raconter, qu'il était en train de dîner dans sa vieillesse avec un jeune qui lui dit « Mais maréchal Oudinot, vous avez toutes ces richesses, vous avez toutes ces maisons, votre femme est magnifique, j'aimerais infiniment... être à votre place, qu'est-ce que je peux faire pour être à votre place ?» Et Oudinot lui répond, c'est très simple, on va prendre 2 pistolets, et le tien sera vide et le mien sera rempli, et je vais me mettre à 10 pieds de toi, et je vais te tirer dessus 40 fois. Et si je te loupe 40 fois, eh ben, tu pourras avoir ma femme et mes richesses et ma maison. Et le jeune dit, mais t'es complètement malade, je vais jamais faire ça. Et il dit, écoute mon petit, moi dans ma vie on m'a tiré dessus beaucoup plus que ça. Ouais. Et j'ai été touché plusieurs fois, et c'est à cause de ça que j'ai tous ces biens. Excellent. Que tu vois ici. Alors je sais que ton maréchal préféré c'est Ney. Oui. Enfin, je crois. Hein. Enfin, ça dépend. Pour la légende, c'est Ney. Ouais. Parce que Ney, c'est... Ah, et toi, tu le prononces à l'américaine, hein, c'est Ney. Ney, c'est Ney. Oui, mais Ney, c'est la première phrase des Rois maudits de Druon. C'est « L'histoire est un roman qui fut », quoi. La vie de Ney, c'est à peine croyable. Le moment en Russie où son corps est isolé, c'est vraiment à la hauteur de la catastrophe, il fait -20, enfin tout le monde est en train de crever, il n'y a plus aucune discipline, ils sont à poil, ils sont pieds nus, les Cosaques et les Russes tentent de les embusquer, dès que tu t'éloignes de la troupe, tu te fais empaler par un Cosaque, enfin c'est vraiment l'horreur, c'est l'incarnation même de l'enfer sur Terre, et le corps de Ney est complètement encerclé et coupé de l'armée. En vérité, il est réduit, on pense à 900 ou 1000 hommes de combat qui mènent tout le reste qui était devenu des affamés, sans aucune discipline, aucune capacité de combat. Et il réussit à s'échapper au milieu de la nuit, à donner une bataille sur un lac gelé, à parcourir des dizaines de kilomètres, et il rejoint l'armée. Et le truc est tellement exceptionnel que Napoléon ne le croit pas quand on lui annonce. Il dit « Non, mais c'est pas possible, vous avez une erreur dans vos billets. » Et Ney ne sera jamais le même après. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. J'étais hyper fasciné pendant quelques années d'essayer de découvrir si les troubles,
liés au combat, les troubles post-traumatiques, étaient une création moderne, c'est-à-dire qu'une création, je veux dire, était un phénomène moderne, parce que, en fait, est-ce que le trouble post-traumatique advient parce qu'il y a un contraste entre la confortabilité de la vie moderne, où la mort n'est pas si présente, n'est plus présente, et l'horreur du combat? Est-ce que c'est ça qui fait le trouble? Ou est-ce qu'au contraire, c'est dans tous les âges, aussi difficile la vie soit-elle, tu auras des troubles post-traumatiques si tu vas au combat, et donc c'est quelque chose qu'on peut observer dans toutes les batailles historiques. Et un des exemples qui est souvent cité, c'est Ney, il est complètement vrai. Après ce moment-là, plus jamais le même. Il l'appelait la fatigue de bataille. À l'époque, pendant la Première Guerre mondiale, les Anglais l'appelaient shell shock, le choc des obus. Mais c'est vrai qu'il semblerait qu'on témoigne de ces troubles post-traumatiques à travers les âges. Il y a notamment, je crois que c'est Hérodote, qui nous explique une bataille où un soldat fut pris d'une telle peur qu'il est devenu aveugle au moment même de l'impact des phalanges. Mais et il se trouve que ça se passe. C'est vrai que ça se passe. À Dien Bien Phu, les cheveux des soldats français au moment de l'assaut des Vietnamiens blanchissaient. Oui. Des gens qui étaient bruns, blonds, avaient en quelques minutes... tout le monde raconte ça après les grandes scènes de combat, le vieillissement sur C'est une bataille qui te touche, Dien Bien Phu, ou pas? Parce que dernière défaite héroïque de l'armée française... moi j'ai une belle anecdote sur mon grand-père, figure-toi, qui a sauté 2 fois sur Dien Bien Phu, et il avait une position d'artillerie, et au moment où le cessez-le-feu est prononcé, il n'y croit pas, il n'en croit pas ses oreilles, et il demande à son aide de camp un ordre écrit de la part de Bijard, qui commandait les paras là-bas, et donc l'aide de camp, au péril de sa vie, est obligé de traverser, de retourner au QG, et puis de revenir sur la position d'artillerie. Incroyable. Du colonel Allaire. Et Bijard écrit cessez-le-feu, pauvre para, pauvre 6, puisque c'était le 6e bataillon de parachutistes coloniaux. Tous les PC avaient des noms de femmes. Elisabeth, Eliane. Qui tombent à un. Isabelle. C'est à la fois. T'es fan Amélie, t'as toujours été fan Amélie, donc tu l'as dit au début, mais tu chantes des chants Amélie, Ça m'arrive. Ouais. J'imagine on n'écoutait pas des chants Amélie dans la bagnole chez Sarkozy. Ah si, un petit peu. D'accord. Si, parce que j'ai fait une PMS moi avec l'armée française à Saint-Cyr, et ceux du Liban étaient en 2020. 2020, t'avais 22 ans. Genre. J'avais 22 ans, 23 ans, peut-être 2021 que je l'ai fait. Et d'ailleurs, je re-rentre dans la réserve très prochainement. Et j'ai toujours adoré les chants de l'armée française, parce que contrairement aux chants américains, qui se veulent très punchy et très violents... Oui, il y a une espèce de mélancolie. Exactement. Pour ceux qui veulent la vérifier, cette mélancolie, tapez Marie-Dominique sur Google. Marie-Dominique, vous allez voir. Ceux du Liban est magnifique. Le vieux camarade est sublime. Jean-Pax la Strasbourgeoise, qui est monumentale. La Strasbourgeoise. Petit papa. Exactement, petite blonde à l'entrée de la ville. Garde ton or, je garde ma fierté. Soldat prussien, passe ton chemin. Exceptionnel. Jean-Pax Meffray, tu connais ou pas? Non. C'est un journaliste du Figaro Magazine qui a chanté pas mal de... C'est de la variété, entre guillemets, mais qui chantait en l'honneur de l'armée française, quoi. T'aurais pu faire Saint-Cyr tout court, Couette? Oui, le problème c'est que je suis trop vieux maintenant. Enfin, je pourrais, mais j'ai une femme, j'ai des obligations professionnelles, j'ai des jobs, je peux pas aujourd'hui, mais c'était complètement crédible. Et d'ailleurs, on me met dans une académie militaire américaine quand je suis gamin, parce que je suis passionné par la chose et parce que je suis avec ma mère aux États-Unis. Mais le plan, c'était vraiment de faire l'armée américaine, parce que le but, quand j'avais 18 ans, c'était de vivre avec ma mère là-bas, etc. Alors ça s'est pas fait pour diverses raisons. Justement, j'allais dire, pourquoi t'as pas fait le West Point, le Saint-Cyr américain, c'est-à-dire West Point? J'ai fait Valley Forge, qui est équivalent, mais qui est une école de cran inférieur en termes d'âge, et qui n'est pas une école de service. Valley Forge, si on sort, on peut rester dans le civil, il n'y a pas de souci. Alors c'est l'équivalent du Prytanée ou la flèche. Exact. Enfin, la flèche, le Prytanée, la flèche, le Prytanée, exactement. Donc, c'est-à-dire des prépas, grande école militaire. Des prépas militaires. Et j'ai été accepté en sortant de ça à l'Académie marine américaine. Le but étant de devenir Marines, et j'ai choisi au dernier moment de ne pas y aller. Parce que je sortais de 4 ans d'académie militaire, j'avais 18 ans, j'en avais marre. J'excluais pas de rentrer en France. D'ailleurs, j'ai passé les 2 années après, 1 an et demi à étudier à NYU sur le campus parisien. Donc c'était plus ce que je voulais faire à ce moment-là. Alors sans vouloir faire de toi un singe savant,
Mais je pense que là, les téléspectateurs ont quand même pu vérifier qu'il y avait un peu de culture générale. Quelles sont tes tant que ça. habitudes de lecture? Je lis le matin. Ouais. Je me réveille tôt et je lis le matin. Vers 9h? Non, un peu moins. Ah, Ça, tu c'est te quand réveilles- tu m'appelles pour la première fois à Ouais. 9h. 9h, c'est le premier appel de Tuc Dual. Non, mais Que ma femme, maintenant, sait reconnaître quand le téléphone sonne, c'est que pour m'engueuler parce que la tribune n'est pas livrée encore. Non, je me réveille vers 6h30, 7h. Ouais. Je lis avec un café. Première chose. Oui, quasiment première chose. Je me réveille avec le livre. Et sinon, j'ai l'habitude d'arriver à des rendez-vous ou au boulot 30 minutes avant une obligation pour lire un petit peu. D'accord. Déjà, un, parce que c'est comme ça que tu récupères le temps. Ouais. Et deux, contrairement à ce qu'on dit, c'est toujours une belle image quand quelqu'un avec qui tu as rendez-vous arrive et que tu es en train de lire un bouquin. Ah bon, personne ne dit l'inverse. C'est un outil social. Non, mais c'est presque un peu Ah, ringard aujourd'hui. excusez-moi, j'étais en train de lire. Ah oui, non, mais t'es en train de lire, regarde-le encore avec ses bouquins. Enfin, le nombre de fois qu'on m'a dit que je lisais trop ou quoi que Ah ce ouais soit. Oui. Enfin, c'est comme quoi c'est pas universel. D'accord. Et moi, surtout aux jeunes qui sont peut-être pas amados à la lecture, c'est un outil social qui est monumental. On se fait tout de suite passer pour un peu plus que ce qu'on est, ce qui est quand même assez génial. Toujours pratique, ouais. Toujours pratique. Et surtout pour vous, jeunes célibataires fougueux, détrompez-vous. Ça peut aider plus que ça perd. Plus que ce qu'on croit. Tu lis quoi là par exemple en ce moment? Là, je suis en train de lire L'énigme algérienne de l'ancien ambassadeur Driancourt. Ouais. Et il me reste 30 pages. C'est Et bien. ensuite, oui, hyper utile, hyper intéressant. Et parce que lui, en fait, Monsieur Driancourt avait raison avant tout le monde. Et c'est toujours marrant dans ces questions, on parlait de l'OQTF tout à l'heure, qui arrive dans l'esprit public. Et immédiatement, il y a une sorte de, ok, la droite dit, il faut faire ces 2-3 trucs, la gauche dit, non, pas du tout, il faut faire ces 2-3 trucs. Et c'est intéressant de voir les précurseurs qui étaient déjà sur ces sujets-là, et qui avaient déjà raison, il y a 2, 3, 4, 5 ans. Et dans l'énigme algérienne, Driancourt montre qu'il en est un sur ce sujet, notamment sur le sujet des visas, sur le sujet des accords de 68, sur le sujet du rapport de force. Et dès que je finis ça, je commence l'histoire de la 5e République de Foch, de François-Olivier Gisbert, D'accord. que j'avais jamais lu, que je n'ai jamais lu. Il y en a Donc 2 tomes. Hein. Trois. Le D'accord. troisième est sorti. Tu viens de sortir? Il me semble qu'il vient de sortir parce qu'il n'est pas en poche encore. D'accord. Donc j'ai les 2 premiers. Et c'est la première chose. Et j'essaie de lire aussi de la poésie à côté. Alors, je ne suis pas grand connaisseur de poésie, mais j'aime beaucoup ça à mon niveau tout petit. Et toi, je comme sais que amateur. tu aimes bien les auteurs anglais, que tu lis évidemment dans leur version originale, et notamment Hemingway par exemple, parce Oui. que des phrases assez courtes. Oui. Et que c'est vrai que les anglo-saxons n'écrivent pas forcément comme les français. Tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Ah bah avec plaisir. Alors on dit Hemingway, mais il y en a plusieurs. Hemingway, Orwell aussi a joué son rôle, et d'une certaine façon Twain, même si Twain c'est vraiment une étape précurseur, Samuel Clemens, Mark Twain, son nom de plume. Depuis Hemingway, la littérature anglo-saxonne, américaine, est basée sur des phrases courtes, un sens déclaratif. Ne jamais utiliser, par exemple, une des règles d'Orwell et d'Hemingway, ne jamais utiliser un mot latin quand on peut utiliser un mot anglo-saxon, ne jamais utiliser un mot compliqué quand on peut utiliser un mot simple. La guerre aux virgules, et ça c'était vraiment une attaque à la littérature française, parce que parfois, putain, on lit des trucs, la phrase est un paragraphe, il y a 4 ou 5 ou 6 ou 7 virgules. C'est ça qui est beau. Ça peut être d'une Ah, grande ça peut être beauté. beau, ouais. Ça peut être d'une grande beauté, mais en tout cas, les Américains vraiment sont partis en guerre contre ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté rafraîchissant, un côté assez simple. Alors, on est loin du Chateaubriand, et bien sûr, Chateaubriand, c'est d'une beauté absolument Est-ce sans. que tu nous citerais pas un petit paragraphe de Chateaubriand, Louis? Non, mais là, tout le monde va penser que c'est préparé, mais, Ah, mais je sais que tu connais des comme je passages te de l'ai Chateaubriand. fait à 12 reprises et que je te saoule à chaque fois avec ça. Allez, c'est celle où ça termine le dôme, là, au-dessus du... Oui, alors, Tiens. il y a un truc assez sympa c'est le premier tome, je pense, des Mémoires d'Outre-Tombe, où Chateaubriand est dans la vallée de l'Ohio aux États-Unis, fuit la Révolution, et il est avec une bande d'Indiens, d'Amérindiens, et il dort dans un tipi, et les journées, les hommes partent chasser, et lui, il est avec les femmes indiennes, et il est là toute la journée dans son tipi à vivre la belle vie. Malinx, le lynx. Et très malin, très malin. Jamais partir chasser quand on peut rester dans le camp avec les femmes, dit Chateaubriand. Et il écrit ce petit truc absolument magnifique qu'on a parfois appelé l'ode à la nature. C'est une mère charmante que la terre. Nous sortons de son sein. Dans l'enfance, elle nous tient à ses mamelles gonflées de lait Et de miel. et de miel.
Dans la jeunesse et l'âge mûr, elle nous prodigue ses eaux fraîches, ses moissons et ses fruits. Elle nous offre en tout lieu l'ombre, le bain, la table et le lit. À notre mort, elle rouvre ses entrailles, jette sur notre dépouille une couverture d'herbes et de fleurs, tandis qu'elle nous transforme secrètement dans sa propre substance pour nous reproduire, sous quelque forme gracieuse. Voici ce que je me disais en m'éveillant, lorsque mon premier regard rencontra le ciel, dôme de ma couche. Moi, j'adore la chute. Ah mais oui, mais c'est ça qui est... Parce que, le twist à la fin. mais on y est avec lui, quoi, tu vois. On y est avec lui, et c'est vraiment le romantisme poussé à la limite. Et cela dit, sinon on dormait dans des tipis, enfin nos femmes seraient peut-être pas ravies, mais si on dormait dans des tipis avec des Amérindiennes, on aurait sûrement la même intuition, l'amour de la nature, mais pas le même talent pour le transcrire. Non, Chateaubriand, c'est absolument... lui est insupportable. Lui est assez insupportable. Ouais. Pourquoi? Prétentieux? Oh là là, mais il est le plus grand amant qui n'a jamais existé, le meilleur des écrivains, le plus objectif, le plus grand catalogueur de l'histoire politique française, celui qui a tout compris avant tout le monde, la plus grande victime aussi de l'amour, de la politique. Enfin, mais son génie est tel qu'on pardonne tout, quoi. Ouais. Enfin, Chateaubriand, c'est monumental, quoi. Et tout le passage sur les états généraux, sur alors moi, je suis moins fan de la période de l'Empire parce que, en fait, c'est très intéressant sa relation avec Bonaparte, sans vouloir vous emmerder avec ça, mais parce qu'au début, il publie le génie du christianisme au moment où Bonaparte veut réconcilier l'Église avec la France. Et donc c'est parfait. Il dit, en plus, Bonaparte est féru de livres, comme j'aurai l'occasion d'en parler à travers ma petite biographie littéraire sur lui. Et donc il se dit, mais enfin, voilà un grand génie qui m'aide avec le christianisme, il n'y a pas de souci. C'était vraiment l'allié naturel. Et très vite, la relation se détériore, et il devient un des ennemis principaux de Bonaparte, intellectuel en tout cas, et un qui va vraiment participer à la création de ce qu'on appelle la légende noire, c'est-à-dire le bonapartisme et Napoléon comme un tyran assoiffé de sang, etc. Donc c'est vraiment une occasion ratée pour Bonaparte. Il y en avait d'autres dans le monde de la littérature. Madame de Staël, par exemple, c'est la même chose. Madame de Staël, qui était, malgré ce qu'elle dit plus tard, était fan de lui, quoi. Allait le stocker dans des dîners, quoi. Hortense le dit très clairement, elle allait le coincer, essayer de récupérer son attention quand il est premier consul pour récupérer alors pas un poste impossible, impensable à l'époque, mais une attention particulière de rentrer dans le cercle intime. Et Bonaparte, qui lui déjà, il faut le dire, avait une vue de la femme qui était pouvait être une femme, pouvait être une mère, même une bonne mère, peut-être une amie, mais certainement pas une collaboratrice. Enfin, c'était absolument pas dans les cartes. Pour lui, il se méfiait notamment des femmes de lettres, et Madame de Staël, qui en était la plus prominente, foire la relation tout de suite, en fait. Et très vite, ça se détériore, et il en fait encore un ennemi. Et dans le monde de la littérature, c'est particulièrement paradoxal, parce que lui aimait les livres à ce point-là, quoi. Alors, je sais que tu peux citer du Shakespeare aussi. On a envie de t'entendre parler. Non, mais les quiz. Et puis après, tu nous chanteras en espagnol. Ah oui, non, mais les quiz, les citations. Ouais. Oui, mais non, mais Shakespeare, c'est... Attends, avant que tu nous cites du Shakespeare, là, je t'ai imprimé un texte. Lis au moins un paragraphe. C'est impossible pour un Français à prononcer. J'ai demandé une fois de plus à mon ami ChatGPT de m'écrire le texte le plus difficilement prononçable en anglais. Moi, je pourrais incapable de te dire. C'est genre thoroughly, soothless. Enfin, j'aurais jamais dû accepter cette interview. Alors, though thoroughly thoughtless, Peregrine Ptolemy purposely perambulated the picturesque paths of Worcestershire, whispering whimsical witticisms to bewildered bystanders. Upon encountering the colonel's choir, coquettishly cooing cacophonous canticles, he courteously queried the queue about their quasi-ecclesiastical quiddities. Suddenly, a sergeant with a sword sheathed in sheepskin shouted sharply, "Cease your ceaseless circumlocution!" Ptolemy, perplexed but poised, preferred a phlegmatic phrase. Pseudohi paropathy thyroidism prevails, perchance. The surgeon scoffed, spurting spitefully, slipping surreptitiously on a syzygy of syllables. Meanwhile, the mischievous meteorologist murmured, "The forecast foretells frothy fog and ferocious flurries. From Featherstone Hall," pronounced Fanshawe, of course. With that, the Peregrine pirouetted, pocketed a mnemonic pamphlet, and vanished into the vestibule of vexation. Ça ne veut strictement rien dire. Le début, c'est une bataille d'épée, c'est un duel avec Ptolémée. Et ensuite, c'est un météorologiste qui parle de la météo. Bon, allez, dis-nous un petit truc de Shakespeare et puis après j'arrête de t'embêter. C'est le test. Qu'est-ce que je vais vous raconter Ou d'un autre auteur anglais, mais pour faire il y a deux que Shakespeare... en hommage à la langue anglaise. Non, mais Shakespeare, c'est
monumental. Tu l'as déjà dit sur Chateaubriand, alors attention. Hein. Ah non, on parle de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo en même temps. Donc, il faut lire Shakespeare. En anglais, c'est compliqué quand on n'a pas la langue. C'est compliqué quand on a la langue de lire, malgré les traductions qui se veulent de plus en plus simples. Mais c'est possible de lire en français. J'ai fait le test. On perd un peu de la poésie, mais c'est quand même exceptionnel. Il y a deux Shakespeare que j'aime énormément. Jules César, qui est monumental, et Richard III. Richard III qui est l'élévation parfaite machiavélique de cette enflure qui était Richard III, bossu, laid, et qui tue et manigance et vole et ment pour arriver au pouvoir. Et il y a ce discours de Richard III où il encapsule parfaitement cette montée machiavélique, et c'est quelque chose comme ça. I'll make my heaven to dream upon the crown. But whilst I live to account this world, but hell. And yet I know not how to get the crown, for many lives stand between me and home, and I, like one lost in a thorny wood, that rents the thorns and is rent with the thorns, seeking a way and strained from the way, not knowing how to find the open air, but toiling desperately to find it out, torment myself to catch the English crown. And from that torment I will free myself, or hew my way out with a bloody axe. Why? I can smile, and murder while I smile. I can add colors to the chameleon, change shapes with Proteus for advantages, and set the murderous Machiavel to school. Can I do this, and cannot get a crown? Tut, were it further off, I'd pluck it down. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'il dit... On essaiera de mettre les sous-titres au montage. Je veux récupérer la couronne anglaise. Ouais. Je ne sais pas comment. On sent l'époque. Beaucoup de vies se tiennent contre moi et la couronne, contre moi et la maison. Je suis comme quelqu'un perdu dans un bois épineux qui se fait piquer par les fleurs et qui cherche désespérément à sortir et à trouver l'air libre. Et il dit, la deuxième partie est fantastique parce qu'il dit, je peux sourire et assassiner pendant que je souris. Je peux rajouter des couleurs au caméléon. Non mais la phrase, je peux rajouter des couleurs au caméléon, quoi. Non mais le génie. Je peux changer de forme comme Proteus pour récupérer des avantages et je peux renvoyer ce connard Machiavel à l'école. Est-ce que je peux faire tout ça et je peux pas récupérer une couronne ? Si elle était plus loin, je l'arracherais. Tiens, mais c'est la culmination de tout le machiavélisme de l'histoire mondiale en 15 phrases. Enfin, c'est ça. Culmination, je pense que c'est un anglicisme, mais on te pardonne parce que tu en utilises un certain nombre depuis tout à l'heure. Pardon, je m'excuse c'est le prix de ton exode pour mes anglicismes pendant l'adolescence. Insupportable, j'y travaille, mais c'est... Ouais, bah écoute, en même temps, je pense que tu as aussi quand même une maîtrise de la langue française qui est quand même pas antipathique, donc on te pardonne. Donc pas culmination, donc ça serait quoi ? Donc ça serait le point culminant. Ouais, le point, une coagulation. Ouais, redis-moi la phrase que tu voulais dire. Bah que ce discours en fait encapsule parfaitement, c'est ça, une encapsulation. on va arrêter avec les néologismes, je m'enfonce. pense. C'est pas grave. Écoute, pour terminer, on va reterminer un peu sur du perso, mon cher Louis. Raconte-moi quand même en quelques mots la relation d'adulte qu'aujourd'hui tu as avec ton père. Les discussions que vous pouvez avoir le soir quand c'est l'heure du cigare et des grandes discussions. Et postérieurement à cet exode et à la manière dont tu es devenu un homme entre-temps, comment tu as raccroché aujourd'hui un rapport assez fort avec ton géniteur. Bah, j'ai une relation avec lui qui est à la fois fusionnelle, mais aussi très particulière, parce que il est... je me doute qu'il va sûrement écouter ce podcast, donc je vais faire semblant qu'il ne l'écoutera pas, pour parler avec un peu plus d'objectivité et d'honnêteté, mais l'homme est une immensité, quoi. De culture et d'intelligence et de présence et de charisme.
Et donc on est tout le temps conscient de ça, quoi. On est parfaitement au courant on n'a pas quelqu'un de normal en face de soi. Et on arrive quand même à percer, à trouver des moments d'intimité, mais j'ai envie de dire que les moments de plus grande intimité sont vraiment sur des sujets qu'on aime tous les deux, parce que, enfin, qu'on aime Sur tous les- l'histoire, non, sur l'histoire et la littérature, par exemple, parce que c'est pas qu'on les aime tous les deux, c'est que c'est lui qui m'a mis dessus, en fait. C'est, je de dis que toute ta fratrie, t'es celui qui est le plus branché histoire et littérature? Ah non, mes frères sont Tes frères sont des férus de sciences, littérature. Ah ouais. oui, 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 ah oui, ah oui, complètement. On n'aime pas les mêmes choses. Hmm. Je pense que sur l'histoire, c'est peut-être moi, mais en littérature, Jean connaît. Pierre est un grand lecteur, mais Jean m'explose. Mais il me sent vraiment, j'ai aucun problème à le croire. Mais en fait, je dis que c'est mon père qui m'a appris à lire, parce que c'est pas lui qui m'a donné le sens des signes, mais c'est lui qui m'a appris la valeur de la lecture, la valeur centrale. Mais il n'y a pas de vie sans lecture, quoi. Et je ne l'avais pas compris avant ça. Je savais que c'était important, je savais que si on voulait apprendre, c'est ce qu'il fallait faire. Mais lui, il ne m'a pas appris qu'il y avait une valeur académique ou même sociale, on en parlait tout à l'heure, mais charnielle, quoi. Que c'est quelque chose qui est une condition sine qua non de l'existence de lire. Pour une raison simple. Et combien de fois est-ce qu'il m'a expliqué, je ne sais pas, trop de fois pour pouvoir les compter, mais c'est le fait que on est voué à perdre. On se précipite tous vers la mort et vers la souffrance et la maladie de nos proches ou de nous-mêmes. Et si vous pensez que vous êtes épargné, la poste vous assure que la lettre et le colis est en train d'arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Et une des grandes injustices, c'est qu'on ne sait pas quand. On joue à un grand jeu, en fait. Et il y a une horloge sur le mur qu'on ne peut pas voir. Et on ne sait pas quand les minutes vont disparaître. Et dans ces minutes, ces précieuses minutes qu'on a, on a des brise-cœurs, on perd des proches, des difficultés professionnelles, une vie d'obstacles. Et la valeur de la lecture, c'est de comprendre que tous ces obstacles, aussi terribles, aussi uniques soient-ils, ont déjà été vécus par un génie, et ont déjà été vécus par un génie qui a écrit dessus, et qui donne les clés, quoi. Et c'est vraiment cette réalisation qui est centrale pour moi. On n'est jamais seul. Et rien ne nous empêche de parler avec Dostoïevski ou avec Camus ou avec Proust, parce que ces gens-là, qui ont compris des choses que personne d'autre n'a compris, et l'ont traduit dans des termes qui non seulement ont une valeur métaphysique, une vérité profonde, mais une beauté sans comparable, sans comparaison possible. C'est ça la leçon, en fait, c'est qu'on peut être avec eux, quoi, tu vois. Et pourquoi on s'emmerde avec des cons quand on peut passer du temps avec eux? Et c'est Proust qui écrit ça dans ce petit essai sublime sur la lecture. Il racontait quand il était gamin, il était sous le drap chez lui dans sa maison de campagne et il lisait des romans. Et à la fin, il arrivait à la fin du livre et il ne comprenait pas que les personnages du roman n'existaient pas. Lui, enfant, ne comprenait pas la différence, pardonnez-moi, entre le fictif et le réel. Et il avait envie d'écrire à l'écrivain en disant mais où sont-ils, quoi. Continue. Et c'est ça la leçon que c'est. Ouais. Et il écrit aussi dans la lecture, les gens se plaignent souvent, mais les dirigeants nous parlent pas, on n'a pas d'accès à l'autorité. Mais la lecture est un accès à l'autorité. Où est-ce que je peux, Proust écrit, arrêter le regard d'une reine, consulter un grand général, parler à un grand philosophe et débattre avec un grand philosophe dans leurs livres? Et d'ailleurs, l'attention que ces gens-là nous accordent à travers leurs livres est bien plus importante que dans une conversation. Surtout à notre époque où il y a toujours des distractions, la conversation est voisine. Le livre, il est à nous. Il est à nous. Elle est là. Elle est là. Les mémoires de Talleyrand, tu peux passer 20 ans avec lui. Tu peux le connaître bien mieux que même si tu l'avais à un repas ou quoi que ce soit. Et donc c'est cette dualité, c'est de passer du temps avec des gens fascinants et d'utiliser leurs conseils, leur philosophie, leur écrit pour les propres difficultés qu'on a dans notre vie. Et c'est ça qui rend que... Mais donc tu as aussi, si je fais un peu de la mise en perspective, d'une certaine manière, tu as un peu le même rapport avec ton père que le rapport que tu pourrais avoir avec la littérature, quoi. C'est-à-dire aussi d'aller puiser des conversations ah oui, 100%. Qui t'élèvent et des conversations qui ralentissent l'issue fatale de la séparation. Oui, bien sûr. Et c'est une façon que ce soit avec lui ou avec n'importe qui, que ce soit avec sa femme, avec ses amis,
Il y a une phrase sublime de Christopher Hitchens, un écrivain que j'aime profondément, un ancien trotskiste, mais qui avait beaucoup, beaucoup de subtilité dans ce terme-là. On lui pose la question: qu'est-ce que vous préférez chez vos amis? Il répond: leur existence continue. Et c'est ça, en fait, la vérité. C'est la conversation, l'attention qu'on apporte à un livre ou qu'on apporte à un bien-aimé, c'est la façon de s'approcher le plus de l'immortalité. Il faut profiter le plus possible de ces gens-là, et particulièrement avec mon père, qui n'est pas seulement mon père, mais qui est cette espèce de personnage qu'on voit une fois tous les siècles, de par son énergie, de par son dévouement, de par sa culture, de par son intuition, de par son passé, quoi. Enfin, de par ses combats. C'est ce que j'ai dit dans les pages de ce petit journal que tu dois connaître, ça s'appelle Valeurs Actuelles, qui est assez pas mal d'ailleurs. L'édition est un peu merdique, mais le contenu est plutôt pas mal. C'est que la vraie difficulté dans la vie, c'est pas d'avoir un tel père qui s'attire toutes les foudres. La vraie difficulté, c'est déjà de pas en avoir. Bien sûr. Et si on en a, c'est d'en avoir un qui est mou et qui n'existe pas, qui est inexistant, qui n'a pas d'ennemi. Je plains les fils sans père. Je plains les fils sans père. Écrivais-tu. Et toi, t'aspires à quoi, là? À la sérénité, au combat? Non, on aura assez de sérénité après la mort. C'est encore une fois, pardon de reciter Hitchens, mais il écrit ce livre fantastique. Encore une fois, je vais devoir faire un anglicisme parce que le titre ne donne pas si bien en français, mais c'est L'être à un jeune contrarien. Contrarien ici, c'est contrarian, c'est à l'esprit indépendant. L'être à un jeune indépendant. Celui qui, quand il est dans une foule et que la foule a une opinion, se rend compte que instinctivement, sans même connaître le débat, il est à l'encontre de la masse. Et il écrit chercher le débat, la dispute pour elle-même. La tombe nous offrira assez de moments de silence. Merci, Louis. Merci, Tuc Dual. Et à bientôt.